On est, on est de retour pour la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters, et Abel Hezouya Obadassé, secrétaire général du Parti du Peuple et d'Intégrité. On va passer maintenant sur le continent. D'ailleurs, on faisait un saut sur le continent en première partie. On parlera maintenant du Burkina Faso avec cette proposition pour la durée de la transition. Une commission mise en place début février par la junte militaire qui avait pris le pouvoir au niveau du Burkina Faso. La commission a proposé une durée de transition de 30 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel. Dans un rapport, donc, la commission propose 30 mois de transition dirigée par le chef actuel de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ainsi que la mise en place d'un gouvernement et d'un organe législatif restreint. Le gouvernement ne doit pas excéder 20 membres et l'organe législatif a plus de 51 membres et tous doivent siéger à titre bénévole. La durée de la transition, Basile Agbo, au niveau du Burkina Faso, 30 mois. On sait que dans l'espace, la norme, c'est entre 6 et 18 mois. C'est dit que si cette proposition est entérinée, le Burkina aussi risque de se mettre à dos la CEDEAO. C'est une évidence. Vous savez que la CEDEAO ne peut jamais permettre à ce qu'on fasse une transition qui dure plus de 6 mois. Ça, tout le monde le sait. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a eu ce renversement de situation au Burkina Faso. Oui. C'est-à-dire que tout le monde se pose la question de savoir comment ça s'est déroulé, comment ça fait que, mais pourquoi ça a fait que. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc je crois que les militaires, en prenant le pouvoir, voulaient peut-être régler un certain nombre de problèmes. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que certains veulent aller plus vite que la musique. Pourquoi le procès Sankara? Moi, je veux poser une question comme ça, Dru. Pourquoi le procès Sankara? Et quelles sont les visées après ce procès? Qu'est-ce qu'on fera? Vous savez, il y a des susceptibilités que les gens oublient et on avance. Pourquoi on a déposé Roch Kaboré? Les gens ont dit c'est parce qu'il y a les problèmes de djihadistes qui n'arrivent pas à régler, etc. Et puis il y a même des problèmes à l'intérieur. Mais à tout réfléchir, il faut comprendre qu'il y a des faits qui ont provoqué certains comportements. La situation. Voilà. Mais, vous savez, dans certains autres pays, par exemple comme le Togo, on a trouvé un palliatif pour les problèmes de renversement, les problèmes de guerre, etc. Le problème où on a tué un président. Il faut aller à ce que nous avons appelé ici la CVJR. La CVJR. Et cette CVJR aurait donc pour but de réconcilier des gens qui hier ont été induits à faire quelque chose que je suis sûr que tous regrettent aujourd'hui. Et donc, si l'idée avait été, moi je suis en train de réfléchir comme ça, si l'idée avait été qu'on mette sur pied une commission comme celle-là, on aura une justice transitionnelle, comme on est en train de le dire, je crois que nous ne serions pas arrivés là-bas. C'est moi qui le pense. On ne serait pas arrivé là-bas. Vous pensez que la situation actuelle a un rapport avec les procès qui sont... Moi, quand j'ai fait mes analyses personnelles, je me suis dit, on ne pouvait pas renverser Roch Christian Kaboré s'il n'y avait pas cette affaire de jugement pour Sankara. Oui. Honnêtement, il y a quelque chose qui a provoqué des remous quelque part. Parce que les gens peuvent comprendre ce qui s'est passé et que Sankara a été assassiné. Est-ce qu'on peut retrouver tous ceux qui sont derrière cette affaire de tuerie de Sankara? Non. Il y a eu un événement malheureux qui s'est produit là et on met le couteau dans les plaies. Oui. Et on veut déterrer des cadavres. On veut déterrer une situation qu'on peut gérer autrement. C'est ça qui fait que moi, je me dis que si les militaires ont fait incursion au Burkina, personne ne s'y attendait. C'est-à-dire honnêtement, lorsque Christian Kaboré n'était pas tellement un problème. Personne ne s'attendait à ce qu'on trouve cette situation que nous étions en train de vivre, par exemple, en Guinée, que nous étions en train de vivre un peu au Mali, etc. Personne ne s'y attendait. Mais brusquement, on a eu cette situation. Et moi, j'ai réfléchi, j'ai dit non, les raisons sont ailleurs. Les raisons sont ailleurs. Donc, il aurait fallu qu'on réfléchisse mûrement pour voir comment nous pouvons régler ce problème de Sankara
et peut-être on n'en serait pas là. C'est moi qui le pense. D'accord. Alors, le fait est qu'on en est déjà là. Maintenant, oui, le coup on en est d'État là. a eu lieu. Maintenant, 30 mois. Oui, 30 pour mois, la parce que transition, les militaires se disent qu'il faut qu'on règle ces problèmes jusqu'au fond. Il ne suffit pas de dire... Lesquels problèmes? Terrorisme? Les problèmes qu'on est en train de soulever, les problèmes question... terroristes, les problèmes djihadistes, etc. Mais se cache le problème que soulèverait ce procès. Ils ont laissé poursuivre le procès. Oui. Et vous croyez que tout le monde est content de ce procès au Burkina Faso? D'accord. Alors, on propose une durée de transition de 30 mois, ça fait 2 ans et demi. J'ai envie de dire un peu, on coupe en deux ce que le Mali avait proposé, qui a provoqué le courroux de la CEDEAO. C'est stratégique de la part du Burkina de formuler une telle proposition? Bon, je crois que c'est stratégique. On tient compte également de la position de la CEDEAO face à la proposition de la junte malienne. Mais je crois qu'à mon humble avis, il faut attendre et voir quelles sont les actions que la junte compte mener dans les 30 mois Ouais. avant d'arriver aux élections. Parce que n'oublions pas, le Burkina aussi est un pays en conflit, en prise au terrorisme, au djihadisme, à l'extrémisme violent. Et donc, tout le territoire n'est pas sous contrôle des forces de l'État burkinabé. Or, avant d'organiser toute élection, il faudrait faire participer quand même tous les citoyens burkinabés à cette élection-là. D'où la nécessité de pouvoir pacifier d'abord le pays, et récupérer les territoires qui sont sous l'emprise des djihadistes afin de pouvoir organiser, d'abord sécuriser le pays afin de pouvoir organiser les institutions. Sinon, je crois que c'est les transitions de 6 mois, c'est bien, c'est l'idéal, mais face à la réalité à laquelle le Burkina fait face, c'est-à-dire le conflit, je pense qu'il serait très difficile de pouvoir acter une transition de 6 mois dans ce pays. On peut faire une élection en 6 mois, mais le conflit va toujours perdurer. Et le gouvernement qui sera peut-être élu, ce serait peut-être un gouvernement qui n'a pas l'adhésion populaire parce qu'une grande partie du territoire n'a pas participé à cette élection et ce serait peut-être un gouvernement qui serait peut-être illégitime, légal mais illégitime. Aujourd'hui, il faut attendre encore les explications de la junte, peut-être cette commission, pour voir quel est le calendrier qui va être déroulé durant ces 30 mois-là avant de pouvoir peut-être... Est-ce que vous pensez d'abord que la commission elle-même, elle a travaillé sur un calendrier d'activité avant de donner ces délais? Moi, je crois que la commission aurait travaillé sur un calendrier parce que si je prends l'exemple du cas malien, ils ont mis en avant la nécessité de pouvoir sécuriser d'abord le pays avant de pouvoir organiser les élections. Ce qui pour beaucoup paraît aussi vague, hein. On ne peut pas dire demain que bon, sécurité est revenue. Non, la sécurité ne peut pas revenir comme ça d'ici peu. La sécurité, elle doit être permanente. Mais il faut un minimum parce qu'il y a des milliers de déplacés, surtout sur le territoire, plus d'1 million de Burkinabés ont été déplacés. Donc, il faudrait que ces gens-là puissent retourner sur le territoire et assurer quand même qu'on a l'intégrité territoriale avant de pouvoir organiser une élection. On ne peut pas organiser une élection présidentielle dans une partie seulement du pays. Ce n'est pas possible. Et donc, si ce schéma-là se trouve dans le calendrier de cette commission-là qui a travaillé, je crois que 2 ans et demi, 30 mois, c'est un délai qui est raisonnable. Délai raisonnable pour vous parce que ce qu'on attend aussi des transitions généralement, et je sais que c'est ce que la CEDEAO va demander, c'est de donner un calendrier très clair du chronogramme des activités à faire, mais c'est surtout les élections. 2 ans et demi, ça vous paraît un délai raisonnable? Oui, je crois que j'adhère à ce que le collègue vient de dire. C'est un délai raisonnable parce que les problèmes qui sont là, il faudrait vraiment qu'on puisse les résorber. On arrive à trouver les solutions à tous ces problèmes-là. Le plus gros problème, c'est la sécurité. La sécurité. Et ça, je le disais, c'est pas du jour au lendemain qu'on règle. Oui. Quelles sont les solutions de la junte? Quels sont les nouveaux accords qu'il faut nouer? Effectivement. C'est-à-dire qu'il faut consulter tout le monde, c'est-à-dire tous les acteurs qui ont une certaine importance dans le pays pour voir comment pensez-vous que nous pouvions arriver à régler surtout le problème sécuritaire. Alors, donc, si par exemple, très souvent, la CEDEAO qui propose 6 mois, les 6 mois sont basés sur quoi? La CEDEAO intervient pour dire non, la démocratie, elle est en train d'être basculée, elle est en train de recevoir des coups. Bon, on accepte. Quand le coup va arriver, quand le coup d'État va arriver
la CEDEAO, elle se dit, ah non, il ne faut pas faire un coup d'État, il faut rapidement faire régner l'ordre constitutionnel, sans savoir les raisons qui ont poussé les gens à intervenir. Et donc je me dis que ce sera un long processus pour qu'on arrive donc à pacifier, à faire du pays un pays entier qui pourra donc organiser, comme on était en train de le dire, des élections fiables. Et donc, je crois que 6 mois, c'est parler parce que sur le plan politique, on dit non, il faut rapidement que les militaires quittent le pouvoir, Non, ce n'est pas tout que les militaires quittent le pouvoir. Si le problème pour lequel ils ont pris le pouvoir demeure, c'est ce que le collègue a dit, et on fait une élection, la personne qui sera élue, c'est vrai, elle sera mal élue. Dès qu'elle est mal élue, eh bien, des velléités de coups reviendront encore. Mieux vaut, une fois pour de bon, trouver solution à tous les problèmes qui sont là. Et après, on peut faire asseoir un gouvernement qui aura l'adhésion populaire. Et donc maintenant, on peut avancer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, parfois, moi, je me pose la question de savoir pourquoi la CEDEAO réagit de cette façon-là. La CEDEAO devrait pouvoir faire s'entendre avec la junte qui est arrivée et demander à la junte quel est le problème. Est-ce qu'on peut vous aider à régler le problème? Et quelle sera la durée que nous allons faire pour pouvoir régler entièrement le problème? Il ne faut pas faire de la platitude sur la platitude parce que demain, les problèmes vont ressurgir. Mais ça, en même temps, ça va être comme si on légalisait les coups d'État. Bon. On donnait à d'autres l'occasion aussi d'en faire. Après, vous allez devenir Puisque, des interlocuteurs. Puisque le Mali a fait, la Guinée a fait, etc., on a regardé. Est-ce qu'on pouvait interdire? Est-ce qu'on pouvait ne pas se dire, bon, c'est arrivé, on va réfléchir sur ce qu'il faut faire. Mais c'est malheureux. Je le dis, c'est malheureux, parce qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive là, avant que la CEDEAO n'intervienne pour dire, voilà, quittez le pouvoir dans 6 mois, quittez le pouvoir dans 3 mois. Il faut que la CEDEAO soit à l'écoute des problèmes internes de la population et comprendre d'abord le fond. Pourquoi est-ce que les gens sont intervenus? Il faut comprendre ça. Tout ce que nous voulons savoir, c'est comment les gens sont intervenus. Pourquoi ils sont intervenus? C'est la question même qu'il faut se poser et savoir pourquoi les gens disent dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, etc., avant d'avancer. Ce qui se passe, par exemple, au Mali, ça nous permet de nous interroger. On peut considérer ces 30 mois de la Commission comme une sorte de rampe de discussion avec la communauté ouest-africaine. Ça, c'est évident. Je n'ai pas encore eu de réaction, je n'ai pas encore eu connaissance de la réaction de la CEDEAO par rapport à cette proposition de la Commission d'aller à une transition de 30 mois. Mais je suis sûr que dans les jours à venir, il y aura une délégation de la CEDEAO qui va atterrir à Ouaga. On a l'impression aussi que l'argent de la communauté ne sert qu'à se déplacer. Pour discuter avec les autorités burkinabées sur peut-être ce que contient cet agenda-là, pour voir quel est le contenu réel du calendrier qui va être déroulé dans les 30 mois. Je crois que la CEDEAO va rester toujours dans sa marge, 6 mois, 18 mois au maximum, donné à la junte pour que la junte puisse organiser les élections. Mais je crois que la CEDEAO également doit revoir sa stratégie, son approche vis-à-vis de ces coups d'État. Parfois, le problème est mal vu et c'est vrai que la CEDEAO a des normes, elle a des lois à respecter, mais nous sommes aussi face à des réalités. Aujourd'hui, les 2 pays qui sont concernés, le Mali et le Burkina Faso, sont des pays qui sont en prise à des attaques djihadistes qui ne facilitent pas le bon fonctionnement des institutions. Donc, en 6 mois, si on n'arrive pas à instaurer véritablement une quiétude dans le pays, je pense que les institutions qui vont être mises en place auront toujours du mal à fonctionner. Et ce serait une répétition, on va aller de coup d'État en coup d'État. Je pense que la CEDEAO doit revoir sa façon de faire sa stratégie, ses approches. Est-ce que ça veut dire quoi? C'est pas la faute de la CEDEAO s'il y a des coups d'État? C'est les coups d'État, mais la façon dont la CEDEAO aussi veut résoudre ces problèmes nés de ces coups d'État-là, il ne faut pas que ces solutions-là puissent nous amener encore à d'autres problèmes. Faire une élection en 6 mois alors que le pays est en conflit, je pense que ce n'est pas une bonne solution qui peut aider le pays. Est-ce que vous percevez au niveau du Burkina, avec cette proposition de 30 mois,
un nouveau bras de fer naissant avec la CEDEAO? Parce qu'on voit au niveau du Mali, je sais qu'il y a une mission de la CEDEAO qui a quitté là-bas hier. Ils ne se sont pas entendus finalement sur la date des élections. Elle proposait 1 an, 18 mois. Les Maliens s'accrochent à leur idée de 5 ans. Elle est repartie bredouille. On va ouvrir le théâtre burkinabé certainement, comme le dit Abel, dans les prochains jours avec des discussions. Un bras de fer naissant à nouveau? Oui, de toutes les façons, c'est qu'officiellement, la CEDEAO ne peut pas ne pas s'engager dans un bras de fer avec les États qui se disent faire une transition au-delà de 6 mois, officiellement. Mais, en y réfléchissant, la CEDEAO devait pouvoir tirer le son de ce qui se passe. D'abord, c'est le Mali qui a commencé et qui a proposé 5 ans. Et donc, se demander, ce n'est pas par plaisir que les gens disent nous allons faire 5 ans, nous allons faire 1 an. Ce n'est pas par plaisir. C'est parce qu'ils ont détecté des problèmes profonds que peut-être la CEDEAO ne perçoit pas tout de suite. C'est vrai que la CEDEAO ne peut pas, accepter, je continue par le dire, la CEDEAO ne peut pas accepter que les gens fassent une incursion, les militaires fassent une incursion sur le pouvoir et que la CEDEAO dit d'accord, faites un mandat normal. C'est-à-dire que 5 ans, c'est un mandat normal d'une élection. Non, la CEDEAO ne peut pas officiellement accepter. Elle ne peut pas non plus accepter qu'on aille à 30 mois, etc., etc. Mais, je crois que officiellement, on va peut-être faire un bras de fer, mais officieusement, il y aura donc des pourparlers de couloirs pour comprendre la réalité de ce que les militaires au pouvoir sont en train de dire. Donc, il ne faut pas qu'on fasse une platitude de résolution de problèmes et que ça, demain, ça va générer encore, comme le collègue est en train de le dire, générer encore des problèmes. Un autre coup d'État peut arriver. Est-ce que la CEDEAO est capable d'empêcher les coups d'État? Je dis non. Ça, c'est non. Je dis non. Je dis non. Maintenant que ça arrive, il faut qu'une fois pour de bon, la CEDEAO se dise des coups d'État peuvent arriver. Comment allons-nous faire pour qu'une fois arrivés, les questions que posent les militaires soient vraiment résolues et qu'on sache que le pays peut maintenant reprendre sa démocratie avec ce que vous êtes en train de dire, les civils au pouvoir, les civils au pouvoir. La question, est-ce que c'est les civils au pouvoir qui peuvent faire qu'on ait la démocratie? Je connais des pays où c'est les militaires au pouvoir qui ont installé la démocratie. Je parle du Ghana à côté. Rollis a été militaire, le Bénin également. Donc, on ne peut pas tout le temps dire que non, les militaires, ils n'ont pas de droit. Non, les militaires, c'est le corps le plus organisé dans un pays. Le corps le plus structuré et je ne sais pas, le plus à même de pouvoir. En même temps, si les militaires se sentent investis de missions politiques, il y a la case élection. Non, ça c'est vrai. C'est très facile de prendre des armes et de venir descendre le pouvoir. Allons dans l'arène, affrontons-nous. Le président Yadema le disait que l'armée constitue la dernière cartouche. Et si elle est au fruit au moulin, c'est-à-dire que si elle pratique le pouvoir et elle doit encore sécuriser le pays, ce ne sera pas bon. Il faut que les civils fassent le travail politique et que les militaires fassent le travail sécuritaire. C'est vrai. Mais quand ça va mal, mais dans les pays, qui sont ceux qui reçoivent les coups des djihadistes? Quels sont ceux qui meurent quand les djihadistes font des incursions dans le pays? La plupart du temps, c'est les militaires. C'est dans les casernes, parfois certains peut-être. Et les civils aussi. Mais si les militaires se sentent capables de résoudre entièrement le problème, il faut leur laisser le temps de le résoudre. Et pendant combien de temps ils vont le résoudre? Je crois qu'il faut respecter cela. Et maintenant, ensemble, avec eux, pouvoir chercher des solutions durables aux problèmes que nous sommes en train de vivre sur le continent africain avec les djihadistes et autres là. Oui. Bon, je crois que les transitions suite au coup d'État que nous constatons sur notre continent, cette transition-là, moi, au-delà de tout, je prie seulement que, au niveau du Mali comme au niveau du Burkina, que la junte n'ait pas un agenda caché en proposant cette transition qui vont peut-être au-delà des délais raisonnables, des délais acceptables par la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien de proposer une transition de 30 mois et qu'au finish, on dise encore qu'on voit comme candidat à l'élection présidentielle celui qui est le responsable aujourd'hui de la junte. Normalement, les chartes doivent être claires sur ça. Les chartes doivent être claires. Je pense qu'au niveau du Mali, il y a quelque chose comme ça qui est établi. Oui. Et au niveau du Burkina également, nous souhaitons que si réellement il y a cette volonté-là de la junte de pouvoir
réorganiser le pays, restructurer le pays pour apaiser les citoyens burkinabés avant d'aller aux élections, je pense que c'est une très bonne chose. Sinon, ce serait alors très dommage qu'à la fin des 30 mois, qu'on puisse encore voir cette junte-là, qu'elle se présente à une élection quelconque, ce ne serait pas profitable. J'aurais souhaité que ces 30 mois-là soient mis à profit pour vraiment créer un cadre de discussion entre tous les fils burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, il le faut. Tel que le collègue l'a relevé au début, la question, il y a des questions qui fâchent. Il y a bien sûr des erreurs qui ont été commises par le passé, mais si aujourd'hui on veut ressasser encore dans ces erreurs-là, c'est bien qu'il faut la justice. Ça, je suis d'accord. Il faut que la justice se fasse. Au-delà de la justice, il faudrait quand même que les Burkinabés se regardent et se parlent, se pardonnent. Parce que si aujourd'hui le procès Sankara qui est ouvert, il y a des militaires qui sont là, ils ont des associés, s'ils savent que le procès là va déboucher, va les débusquer, je pense que on n'est pas loin de dire que ce coup d'État là peut-être provient de là. Donc on doit faire énormément attention. La junte doit ouvrir des discussions avec la société civile, incorporer tous les Burkinabés, toutes les couches sociales doivent être invitées à la table de discussion pour que les divergences soient aplanies. On puisse aller à une justice, mais à la fin de la justice, qu'on puisse se regarder, se parler et se pardonner et aller de l'avant. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on peut dire sur le Burkina Faso. Si vous permettez, on passe aussi au dernier sujet. On va parler du Togo avec cet article de Jeune Afrique, titré quelque part « La pandémie de Covid-19 a réhabilité le rôle de l'État » en reprenant donc les propos de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Sandra Blamba-Johnson, revenu universel de solidarité destiné aux citoyens privés de ressources, mesures de soutien à l'économie. La crise sanitaire a été pour Lomé l'occasion de développer de nouvelles stratégies de politique sociale qui lui ont permis d'échapper à la récession. C'est ce qu'explique donc la ministre Sandra Blamba-Johnson, secrétaire générale de la présidence de la République togolaise. J'ai d'abord envie, peut-être un peu de piquer, ça j'en appelle aux journalistes que vous êtes. Quand Jeune Afrique écrit ça, on comprend ce qui a pu se passer derrière. C'est des articles commandés quelque part. Il te dit que c'est commandé. Je crois que le collègue a eu la présence d'esprit de faire une analyse objective d'une situation donnée. Vous croyez ça? On ne peut pas dire que c'est commandé. Non, je crois. On ne peut pas dire que c'est commandé. C'est une réalité. C'est Jeune Afrique. Oui, c'est Jeune Afrique. On sait. Bon, à des moments donnés, certains collègues, certains confrères, bon, tu sais, regardent un peu avant. Mais à mon humble avis, je crois que c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité parce que la situation du Covid-19 a ébranlé les populations, a ébranlé le social. Et donc, si le gouvernement opte pour des mesures très sociales, où nous avons assisté, par exemple, au programme de Novici, oui. Voilà, au programme de Novici, et ensuite le programme de Novici a encore d'autres noms aujourd'hui, etc., etc. Parce que les populations ont ressenti vraiment la crise sanitaire avec tout ce que ça contient. Et ça a vraiment frappé les Togolais, et le gouvernement se trouve donc dans l'obligation de pouvoir refaire la situation sociale, de pouvoir remettre les populations dans dans leur capacité de pouvoir mieux vivre. Parce que nous avons tous suivi ce que le Covid-19 a fait ici. Nous avons eu à faire donc quelques mois où il y a eu le couvre-feu. Et vous savez ce que ce couvre-feu a provoqué dans les populations. Les gens ne pouvaient plus aller à leur service, les gens ne pouvaient plus faire ci, faire ça, développer leur commerce, etc., etc. Et ne croyez pas que c'est du jour au lendemain que les situations économiques créées par la Covid vont se résoudre. Donc le gouvernement a l'obligation de tout faire pour aider les populations à vraiment se reprendre. Donc dire que ça a réhabilité le rôle de l'État, je crois que ce n'est qu'une analyse objective. Réhabiliter le rôle de l'État. Mais de toute façon, le gouvernement togolais a toujours œuvré pour mettre à l'aise les populations.
tous les programmes que le président de la République à ces élections a essayé donc de proposer aux populations, a toujours été de tout faire pour que les populations se sentent beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup de programmes, Par exemple, on peut parler donc des césariennes qui ont été également rendues gratuites. Et bon, aujourd'hui, à 10 000 francs, mais bon, voilà. Après, quand vous faites la césarienne, tout ce que vous achetez après, ça on dit. Voilà. Aujourd'hui, une femme qui tombe enceinte est suivie de bout en bout jusqu'à ce qu'elle aille à l'accouchement. Tout ça là, c'est des programmes que, même s'il n'y avait pas eu Covid-19, je crois que le président de la République aurait eu ces programmes-là parce que l'intention pour lui a toujours été que la population vive mieux. Donc je crois que ce n'est pas tant Covid-19 qui a tout fait, mais le programme même du président de la République, à chaque fois déployé, a toujours donc l'intention vers le mieux-être de la population. Je crois que le confrère n'a fait peut-être que faire un constat et ajouter un peu pour que les populations comprennent. Abel Badassé, vous pensez que, à raison, parce que moi, quand c'est vrai, Jeune Afrique a cité Sandra Blamba-Johnson, c'est la secrétaire générale de la présidence de la République, donc c'est la voix de l'exécutif qui parle. On ne s'attend pas à ce qu'elle dise le contraire de ça. Vous pensez comme elle que l'État a vu son rôle réhabilité par la pandémie à Covid-19 au Togo? Bon, moi, le titre ou bien la portion, cette phrase-là même pose problème pour moi. Donc, comment la pandémie a réhabilité le rôle de l'État? Alors, et s'il n'y avait pas de pandémie, donc ce rôle ne devait pas être joué. Mais c'est ce que ça suppose. Oui. C'est pourquoi moi je dis que quand j'ai lu le titre, ça pose problème. Si réellement Jeune Afrique a repris ce que la ministre a dit, vraiment moi ça me cause problème. C'est vrai, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'avec cette pandémie, nous avons vu l'État togolais prendre beaucoup de mesures sur le plan social. Le programme Novici qui a été déroulé, nous avons vu des allègements sur les factures d'eau, d'électricité. Il y a aussi des mesures fiscales pour les entreprises. Plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de cette pandémie. C'est tout ce qu'elle cite maintenant dans réhabiliter l'État dans son rôle. C'est vrai, réhabiliter l'État dans son rôle. Un peu comme l'État-providence. Oui, l'État-providence. Aujourd'hui, est-ce que si nous voyons comment est-ce que la vie est menée aujourd'hui, la vie, est-ce que les Togolais sont contents de vivre au jour le jour? La vie chère. La vie chère, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est vrai que un peu partout dans les pays, c'est les effets collatéraux de la pandémie. Mais aujourd'hui, la vie n'est pas rose au pays. On tire le diable par la queue et les autorités doivent être conscientes de cela. Je sais que les efforts sont faits, mais pas jusqu'à ce niveau. Il reste encore énormément de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, nous achetons la boîte d'allumettes qu'on prenait hier, 2 boîtes pour 25 francs. Aujourd'hui, nous avons une boîte pour 25 francs. Ouais. Le litre d'huile à 600 francs, aujourd'hui, c'est à 1200 francs. Mais c'est difficile. C'est difficile. Alors, quel est le rôle alors de l'État? Depuis que le prix du maïs a augmenté jusqu'à 600, 700, 900 francs, qu'est-ce que l'État fait pour réguler ce prix? Jusqu'à présent, rien. Je sais que des efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce que le Togolais ne vit pas aujourd'hui. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas tant l'État qui fait en sorte que les produits dont vous êtes en train de parler coûtent cher. Nous avons une crise internationale. La Covid-19 n'a pas sévi qu'au Togo, c'est dans le monde entier. Et lorsque vous parlez par exemple de l'allumette, il y a des trucs avec lesquels il faut fabriquer l'allumette. Et si ces ingrédients qui font fabriquer l'allumette deviennent chers sur le plan international, l'État fait le constat, mais fait des efforts pour que nous puissions alléger les problèmes que nous avons. L'État le fait. Quand on distribue par exemple aux populations des moyens financiers, il y a un programme comme ça, où les gens qui sont tellement transfert monétaire. Donc, l'État fait l'effort qu'il peut. Mais quand
des choses coûtent cher dans le marché, il ne faut pas accuser l'État. L'État constate, parce que nous sommes dans un environnement. Qui a en charge le contrôle des prix aussi. Mais le contrôle des prix, oui. Mais ce avec quoi on fabrique les produits dont vous êtes en train de parler, l'État n'a pas ces éléments-là. Ça veut dire que l'État est faible, il n'a rien à faire? Non, c'est pas. On ne peut pas dire que l'État est faible, l'État n'a rien à faire. Mais beaucoup de produits nous viennent de l'étranger. Mais ce n'est pas l'État qui va aller acheter ces produits-là pour les vendre ici. C'est les commerçants qui amènent les produits avec ce qu'ils dépensent avant de les amener. L'État, en constatant cela, doit aider les populations à faire face à ces coûts élevés. L'État ne peut pas aller, par exemple, acheter les produits qui nous viennent de l'étranger. Je ne continue pas à le dire, les produits qui nous viennent de l'étranger, ne peut pas les acheter et dire, bon, je vais les vendre au prix bas. Mais l'État ne peut que contribuer à relever un peu le niveau de vie, le niveau financier des populations, pour que les populations puissent arriver à faire face à ces coûts élevés. Et je crois que l'État s'y déploie. Le gouvernement se déploie. Il ne faut pas qu'on dise que non, l'État ne peut rien faire, l'État ne fait rien. Le Togo, vous savez, nous venons de très loin. Ça, il faut le dire. Je parle en tant que quelqu'un qui a quand même une vue sur ce qui se passe dans les rouages de l'État. Le Togo vient de très loin. Et donc, l'effort que le gouvernement déploie aujourd'hui fera en sorte que nous pourrons alléger les problèmes que nous avons, alléger les situations dans lesquelles nous sommes. Et peut-être, lorsque, par exemple, chacun se met, tous les Togolais se mettent, tout le monde comprend que nous devons faire des efforts ensemble, nous allons améliorer les situations. Quand deux allumettes coûtent le prix, une allumette coûte le prix de deux allumettes, je crois que demain, nous aurons peut-être les allumettes au prix où nous les achetions hier, si tout le monde se met ensemble et que nous réfléchissons ensemble sur ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Je crois que c'est un peu ce que je peux dire. Je rappelle juste qu'on avait eu entre-temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, des matchs made in Togo, je ne sais pas où c'est passé. Alors, réaction. Le phosphate. Oui, réaction. Bon, c'est pas la faute de l'État finalement, parce que c'est une récession globale. Dans ça, l'État a une responsabilité. L'État a une responsabilité parce que face aux produits de première nécessité, l'État doit mettre en place un mécanisme permettant même si c'est une subvention, pour alléger un peu le fardeau des populations vulnérables. Je sais qu'il y a des filets sociaux qui sont là, mais au-delà de ces filets sociaux, combien de Togolais qui sont couverts par ces filets sociaux? On a l'impression que c'est une minorité toujours qui est là. Non, vous êtes sûr? Oui, on est sûr, parce que moi, je crois, le programme transfert monétaire, si vous vous rappelez bien, nous, dès notre lancement, le 22 juillet 2016, de nos activités officiellement, nous avons été les premiers à proposer cela, qu'on puisse faire des transferts monétaires directs aux populations, et c'est dans le programme AFASO. Et dans ce programme-là, nous avons prévu 5 000 francs par foyer, par famille vulnérable. Mais aujourd'hui, l'État fait plus que ça. Je sais que l'État a proposé, non, c'est les transferts directs, là, je crois que c'est 5 000 francs que l'État aussi a proposé. C'est ça. Mais combien de personnes sont couvertes? Nous avons dit qu'il y avait, l'État avait la possibilité quand même d'augmenter, de couvrir maintenant toutes les couches vulnérables. L'État a les possibilités, l'État a les moyens. Parce qu'aujourd'hui, si on constate le train de vie de certains membres du gouvernement, pas du gouvernement seulement, qui sont dans les sérails du pouvoir, mais c'est frustrant. Vous pensez que c'est l'État qui leur donne ces moyens-là pour... Non, l'État, je ne dis pas que c'est l'État qui leur donne les moyens, mais ils prennent les moyens. La corruption, elle est la route douce. Mais quelle est la réaction de l'État? Depuis que le chef de l'État, son discours, il a dit que c'est une minorité seulement qui s'accapare des richesses. Et il laisse une grande majorité dans la misère. Mais quelles sont les actions concrètes qui ont été menées pour que cette minorité-là, qui s'accapare de ces richesses, puisse restituer, ou bien même être inquiété, pour que cela puisse dissuader les autres. Nous avons vu des scandales, on est parti de scandale en scandale, sans pouvoir arrêter les gens. Donc c'est ça qui nous fait dire qu'il y a des moyens. Si on arrive quand même à assainir nos finances, à arrêter ces flux-là qui partent de gauche à droite, on pouvait quand même rassembler des moyens
nécessaires pour pouvoir... Les finances sont juguler. assainies au Togo, hein, parce que sur le plan C'est de ça que international, je parle. il y a la Banque mondiale, le FMI, tout ça, là, qui constate que le Togo fait des efforts sur le plan de la maîtrise de l'économie. Mais c'est vrai que vous êtes en train de soulever un problème qui est constamment soulevé par le chef d'État lui-même. Les détournements et puis les dessous de table, etc., etc. Le gouvernement est en train également de se battre contre cette affaire-là. Et je crois que... C'est si difficile. Ce n'est pas tout qu'on peut gongonner sur sur les radios, sur les antennes. L'État fait un travail. C'est l'impunité déjà. Si on a une commission qui est chargée de la lutte contre, qui a transmis des dossiers à la justice depuis des années, sans suite. Voilà. Non, ça ne restera pas toujours sans suite, je crois. Je sais que la justice s'appelle la vieille dame, mais là, au Togo, elle est vraiment très vieille. Il faut qu'on aille. C'était en train de dire quelque chose tout à l'heure. Vous savez, dans des situations comme celle-là, c'est vrai que les gens disent « Oh, ça ne va pas vite, ça ne va pas vite ». Pourquoi ça ne va pas vite? Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'il faut traverser. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut mettre sur pied avant de pouvoir avancer. Le Togo n'a pas l'apanage de la corruption, hein. Il y a beaucoup de pays qui sont plus corrompus que nous. Bon, mais il faut que doucement, lentement, mais sûrement, il faut qu'on arrive donc à éradiquer ce que nous sommes en train tous d'appeler la corruption. Moi, je disais hier aux gens que la corruption a gangréné le monde entier. Le Togo n'est pas le seul. Le Togo n'est pas le seul. Il y a des pays qui s'illustrent par les mécanismes, les mesures mises en œuvre pour lutter contre, et il y a des résultats probants. Je crois que l'État togolais aussi... Il est très difficile de puiser, quand vous prenez le Rwanda par exemple, que tout le monde cite en exemple, détourner est très difficile au Rwanda. Oui. L'État fait des pas. Je crois que très bientôt, il va y avoir des situations qui seront annoncées, qui feront comprendre que l'État ne se repose pas. L'État n'a pas les mains liées face à ce que nous sommes en train d'appeler la corruption. Je crois que nous attendons des mesures concrètes de la part de l'État, de la part du chef de l'État. Des mesures concrètes. Oui. Et ces mesures-là, ce sont ces mesures-là qui peuvent nous rassurer que réellement, l'argent du Togo est déposé dans de bonnes mains et elles sont utilisées à bon escient pour le bonheur des populations. Sinon, les scandales que nous constatons... Non, il y a beaucoup d'annonces phares. Hein. Les gens racontent beaucoup d'histoires. Nous avons lu, malheureusement, des articles dans ce pays que certains ne sont pas arrivés à prouver, ne sont pas arrivés au bout à prouver. Je ne veux rien dire. Ah oui, je sais, okay? je suis votre regard. C'est à quoi vous faites allusion. Mais en dehors de ce que peut-être celui dont vous parlez, qui a fait des révélations qui ne sont pas prouvées aujourd'hui, mais on a eu des scandales, des ministres ont été interpellés à l'Assemblée pour justifier de certaines dépenses. On a vu les arguments de ces ministres-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Il y a des choses qui vont se faire. Où sont partis les 26 milliards? Il y a des choses qui sont en train d'avancer. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui? Le Togo avance. D'accord. Il faut garder espoir. Je voudrais revenir. De toute façon, on dit, quand vous saluez au Togo, on dit là. Donc, on vit dedans. Je voudrais revenir donc sur la réhabilitation du rôle de l'État, parce que la ministre Ablamba Johnson a cité un certain nombre d'exemples en parlant de l'efficacité affichée par le Togo dans la lutte contre le Covid. Vous savez même que le Togo a été classé, on aime beaucoup ces genres de classement, premier pays vaccinateur. Le nombre de morts, il est pratiquement rien du tout comparé aux 36 000 cas contaminés, 268 morts. Elle parle également de la vaste campagne de vaccination, je l'ai dit, le Togo est devenu un laboratoire d'innovation. Il a cité plein de choses, mais j'ai envie de demander aussi tout ça. Est-ce que c'est des particularités togolaises? Parce que moi, j'écoute aussi les autorités béninoises vanter les mêmes choses pour le pays. J'écoute ça au Ghana, j'écoute ça. Où est la particularité togolaise qu'on vante, que la ministre vante? Non, je crois que le monde entier a constaté l'effort que le Togo a déployé face à Covid-19. Le monde entier a remarqué. C'est-à-dire que je me dis ici, non, je me dis, hein, le Bénin par exemple, plus de morts que nous. Le Bénin a combien de morts? Moins de morts que nous. Je vais vous donner les chiffres, continuez votre réflexion. Donne-moi les chiffres. Oui. Et donc, je me dis que le Togo a fait de cette pandémie une priorité nationale. Et le Togo a tout mis en œuvre pour que nous arrivions au résultat que le monde entier est en train d'apprécier aujourd'hui. Moi-même, je me réjouis aussi parce que j'ai fait partie de ceux que nous avons appelés les personnes ressources. Oui. Et pendant le début jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons parcouru les radios, nous étions un peu partout
ou parler aux gens de la nécessité pour nous de respecter les mesures barrières, de la nécessité pour nous de suivre les consignes que le gouvernement donne, de la nécessité pour nous, lorsque les vaccins sont arrivés, de pouvoir nous faire vacciner. Et je crois qu'on a réussi sur ce point-là. Lorsque je suis arrivé dans un pays que je ne veux pas nommer, nous étions une curiosité pour le pays. Lorsque nous portions nos bavettes, nous étions une curiosité. Mais ça a fait que nous avons un tant soit peu atténué les méfaits de ce. Alors, j'ai retrouvé les chiffres du Bénin. Voilà. J'ai dit le Togo affiche 36 000 cas pour 263 morts, 268 morts. Oui. Le Bénin fait 2 fois le Togo, vous le savez. Oui. La population béninoise, Non, c'est 11 millions. Je ne refuse pas. 26 567 cas, 163 morts. Chiffre d'il y a 2 jours seulement. Non, laissez. Il y a beaucoup de chiffres fabriqués. On dit la même chose du Togo aussi. Oh, ceux qui le disent du Togo ne savent pas ce que nous avons enduré. Non, c'est vrai que chacun cherche à tirer le voile de son côté. Le Togo a fait l'effort qu'il peut faire. C'était par rapport à la question de la particularité togolaise qu'on vante aujourd'hui. Chacun n'a qu'à vanter sa position. Peut-être pas pour le fait pour certains de dire, d'avoir assumé le fait de faire peur aux Togolais. Quelle est la particularité qu'on assume aujourd'hui au niveau du Togo dans la lutte contre le Covid? Il faut remarquer que la population togolaise aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux citer la même chose pour le Bénin, il y a beaucoup plus de vaccinés qu'un peu partout. D'ailleurs, nous avons accepté la vaccination contre le Covid. On a plus de morts. Mais on n'a pas plus de morts que d'autres. Non, vous citez seulement le Bénin. Oui, moi, je comprends. Vous citez seulement le Bénin. On est des pays Est-ce que vous avez voisins, donc on se compare. le résultat du Ghana? C'est plus C'est que le Togo. Donc, on peut faire moins que certains, on peut faire plus que d'autres. Ce n'est pas la quantité de morts que nous allons compter, mais je crois que l'efficacité du travail que le gouvernement a fait contre Covid-19. Aujourd'hui, le Togo est cité en exemple un peu partout. Le Togo est le pays où, par exemple, lorsque vous voyagez, eh bien, lorsque vous êtes Togolais, on vous accueille beaucoup plus facilement que lorsque vous êtes d'un autre pays, par exemple, parce qu'on ne sait pas comment vous avez lutté contre le Covid-19. Or, le Togo, on le dit. Non, nous le disons tout le temps. Non, écoutez, il y a du travail qui se fait. Il faut quand même qu'on se réjouisse. Moi, je me réjouis. Je me réjouis de ce que nous avons pu faire. Et je suis un peu triste quand je parle parce que la première victime, c'est un ami qui s'asseyait ici, et je m'asseyais là, et on se regardait. Et ça a été la première victime de Covid ici. Et c'est ça qui me fait très très mal. Même s'il n'y a que quelques morts, j'ai le cœur attristé. Un mort est un mort de parce trop. que j'ai vu mon ami Dominique, que Dieu le protège là où il est, hein, que Dieu ait son âme, et que peut-être après que Jésus soit revenu, nous puissions encore nous retrouver ensemble. C'est ce qu'on souhaite. Alors finalement, quand on suit Madame Ablamba, la pandémie a réhabilité le rôle de l'État. On peut en déduire que c'est le rôle que l'État devait jouer et que l'État togolais compte rester maintenant dans ce rôle. Oui, c'est le rôle que l'État togolais. Voilà pourquoi j'avais dit que le titre même posait problème. On a l'impression que c'est maintenant que l'État se rend compte de son rôle qu'il a à jouer. Alors que, bon, le système qui nous dirige aujourd'hui, moi je ne vais pas parler de parti, mais le système qui nous dirige aujourd'hui n'est pas un système qui date de 5 ans, de 10 ans. C'est un système qui est séquentiel. Mais qui se renouvelle tout le temps. Oui, bon, s'il faut attendre 50 ans avant de se rendre compte que c'est maintenant qu'on a un rôle à jouer, là, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, à chaque situation, sa solution. Oui, moi je crois que c'est une question de volonté politique. Le système qui nous dirige aujourd'hui avait les moyens, avait les possibilités de pouvoir mettre les Togolais à l'aise. Nous, on serait très loin par rapport aux pays voisins. Mais le Rwanda est un pays aussi qui vient de loin. Oui, très. Très loin. Mais regardez aujourd'hui, là où le niveau où se trouve le Rwanda. Est-ce que le Togo n'avait pas les capacités, n'avait pas les moyens de pouvoir arriver à ce stade? Lorsque vous parlez de régime cinquantenaire, moi ça me fait un peu mal parce que le président Faure n'a même pas. Ah non, c'est le même système. C'est le même système qui nous dirige. C'est le même système. Donc il n'a pas compris, c'est pas diriger ce pays à 7 ans. Non, mais il est venu rentrer dans le système. Non. Qui est système? Parce que c'est le même système. Vous parlez toujours de système. Vous savez qu'on appelle un système. C'est le système là qui est là depuis 50 ans qui nous dirige. Que le président Faure dirige le pays, que le président Yassine Ouattara a dirigé, qu'on doit toujours se mettre dans cette. Oui, on nous a parlé de rupture. On nous a parlé de rupture, mais
elle n'est pas rupture, totale. réelle Elle n'est pas rupture. totale. Mais il y a une rupture quand même. Aujourd'hui, elle n'est pas totale. Mais il y a une rupture. Nous avons toujours des gens qui ont travaillé avec l'ancien système. On les connaît comme les caciques de ce système-là, qui sont encore là, qui tiennent tête. Laissez cette histoire de cacique. Moi, je voudrais... Le président Faure, je en voudrais- arrivant, avait recréé tout un système qui le conduit aujourd'hui, avec lequel il travaille aujourd'hui. Je Vous parlez voudrais, des anciens systèmes, c'est j'attends vrai. l'État, Mm. j'attends plus l'État sur le domaine de l'amélioration du panier de la ménagère. Ouais. Franchement, aujourd'hui, ça ne va pas. Et c'est là que je voudrais que l'État Quelles sont les joue, données que vous avez pour joue que son rôle. le panier de la ménagère ne Mais s'améliore je ne pas? sais pas, peut-être que vous ne vivez pas au Togo. Je suis togolais. Vous avez Je une vis famille au Togo. J'ai toute ma famille si au vous- Togo. Alors, J'ai- ça veut dire que vous vivez bien. J'ai traversé beaucoup d'étapes et je constate aujourd'hui que ce qui était hier n'est plus aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans la vie des citoyens. Il y a beaucoup d'améliorations. ne Je peux pas n'en vous citer disconviens certaines pas, choses, mais aujourd'hui, je est-ce que constate. le Togolais lambda peut être fier de la vie qu'il mène aujourd'hui, quotidiennement? Pourquoi pas? Mais je ne crois pas. Soyons positifs. Je ne crois pas. Peut-être que Soyons vous, oui. positifs. Peut-être que vous, je vous donne seulement un exemple. Quand vous allez dans les hôpitaux, c'est la Croix et la Bannière, surtout les hôpitaux publics. Pas plus tard que quelques semaines, il y avait une femme qui devait accoucher, surtout à l'hôpital de Baie. Oui. Alors, elle avait une assistante qui était à côté, c'était sa belle-sœur, qui était la femme à mon chef. Mais la femme, la nuit, un cafard s'est glissé dans ses oreilles. Wow. Et le cafard faisait du bruit. La dame s'agitait. Donc, elle a dû appeler son mari depuis la maison qui est arrivé. Donc, déjà, on est allé voir les médecins, mais qui sont là, qui ne peuvent rien faire. Donc, elle n'a qu'à aller dans un autre hôpital qui n'a pas les services de ORL ici. Et on l'a Au moins, conduit- c'est dans votre structure que ça s'est passé. C'est ça. Du moins, affecté. Il y a une ambulance qui peut amener celle-ci rapidement là où il y a les services d'ORL Oui, pour les oui, soins. oui. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont là à regarder la dame qui a dû faire appel à son mari qui est arrivé. Et finalement, c'est le mari. J'avais déjà écrit sur cet hôpital et je on crois a- que tout me donne raison. hein. Et c'est déjà le mari qui est arrivé, C'est ça. qui a pris sa femme. Déjà, il a amené de l'huile goménolée pour mettre dans l'oreille Dans de la femme l'oreille. pour tuer le cafard. Et après, maintenant, il a extrait la femme pour l'amener dans une clinique. Vous avez suivi le problème jusqu'au bout. Est-ce que on a le su- cafard est finalement sorti? Le cafard, on a sorti le cafard. Yes. On a sorti le cafard. merci. Mais je me demande, mais quel rôle nos infirmiers ont alors joué? Il faut poser la question sur le rôle que nos infirmiers jouent et Mais non c'est pas ça. le rôle que l'État joue Qui avec sont l'infirmerie. formés peut-être Qui sont formés par Bon, l'État. écoutez, Notre D'accord, État, merci, c'est la merci, défaillance. merci. On va rendre l'antenne si vous permettez. Basile Agbo, merci De beaucoup. toutes les façons, je d'être vous remercie et je remercie ouais, le Abel, Merci. merci Merci à également vous. d'être passé. Merci. Merci On à a fait un tous bon de nous débat. avoir Merci. suivis et à Merci. samedi.